Salut! Entre mensonges, suspicion et jalousie, je vous parle d'un triangle amoureux qui va finir tragiquement et qui va tenir en haleine les États-Unis pendant plus de 40 jours. Je ne vous en dis pas plus, je vous propose de découvrir ensemble tous les détails de cette triste affaire. C'est le 18 mai 1996 que Moria Wilson vient au monde dans le Vermont dans une famille de sportifs accomplis. Son père, Eric, est un ancien skieur professionnel. En 1977, il faisait partie de l'équipe nationale de ski. Il a d'ailleurs failli participer aux Jeux olympiques. Dans la famille Wilson, le sport est une véritable passion familiale. La sœur d'Eric, la tante de Moria, était elle aussi une skieuse professionnelle qui a participé d'ailleurs aux Jeux olympiques. Sa mère, Karen, est également une compétitrice. Bien qu'elle ne pratique pas au plus haut niveau, elle est passionnée de moto, de natation et partage avec son époux la passion du ski et du VTT. C'est dans les années 80 que le couple se prend de passion pour le VTT. L'hiver, ils vont aller skier et l'été, lorsqu'il n'y a pas de neige, ils font de grandes balades à vélo. C'est donc dans une famille unie et soudée, animée par la passion du sport que Moria, qui est surnommée Mo par ses proches, grandit avec son frère. Dès son plus jeune âge, ses parents lui transmettent le goût du sport et de l'effort et la fillette devient rapidement comme son père, sa tante et son frère, une skieuse talentueuse. Dès l'adolescence, elle participe à des compétitions de ski et elle ne tarda pas à se faire remarquer. Moria a la compétition dans le sang. Lorsqu'elle fait quelque chose, elle le fait toujours à fond. L'hiver, elle dévale donc les pistes enneigées et l'été, avec sa famille et ses amis, elle pratique le VTT comme loisir. D'autant plus que cela lui permet de garder une bonne condition physique pour aborder au mieux la saison hivernale et les compétitions qui vont avec. En plus d'être une sportive accomplie, Moria est également une excellente élève. Au lycée, elle pratique également le football. Elle est d'ailleurs la capitaine de son équipe. Elle est très appréciée de tous. C'est une perfectionniste qui est très exigeante avec elle-même. En 2013, alors qu'elle a 17 ans, elle est au niveau national. Elle arrive 3e lors du championnat national de ski junior. Ses bons résultats sportifs, elle décida, après avoir obtenu l'équivalent de son baccalauréat en 2014 en accord avec ses parents qui la soutiennent, de mettre ses études entre parenthèses pour se consacrer pleinement à sa passion pour le ski. Elle rêve de participer aux Jeux olympiques comme sa tante. Malheureusement, cette année-là, elle fait une mauvaise chute et elle se déchire les ligaments croisés et c'est la deuxième fois que cela lui arrive et elle débute alors une longue période de convalescence. Durant cette période, elle compte sur le VTT pour sa rééducation afin de retrouver la forme et de revenir à son meilleur niveau. Le vélo devient un outil d'entraînement pour elle. Aussi, elle reprend ses études et obtient en 2019 son diplôme d'ingénieur. Moria est une jeune femme simple qui aime voyager, écrire, cuisiner et passer son temps à faire du vélo. Elle engage même un entraîneur professionnel pour l'aider à optimiser ses performances. Comme pour le ski, Moria est très douée et son entraîneur lui répéta de plus en plus qu'elle aurait toutes ses chances dans une course officielle. Cette idée chemine dans sa tête et après avoir obtenu son diplôme d'ingénieur, elle décida de se lancer dans la compétition. Très rapidement, elle bat tous les records, ses performances sont remarquables et elle délaisse le ski pour se consacrer à cette discipline. Elle remporte de nombreuses courses et devient en 2 ans l'une des étoiles montantes du cyclisme américain. Elle gravit tous les échelons pour finir aux plus hautes places des podiums. Après avoir travaillé quelques mois suite à l'obtention de son diplôme, elle décida de se consacrer à plein temps à cette nouvelle activité. Elle quitta donc son emploi, les sponsors arrivent et une nouvelle aventure commença pour elle. Elle s'épanouit dans le milieu du cyclisme où elle se fait de nombreux amis. En octobre 2021, à 25 ans, elle se rend à Austin, au Texas, pour participer à une célèbre course. Elle en a d'ailleurs la favorite. Et c'est là qu'elle rencontre un autre cycliste
Colin Strickland. Lui aussi est un cycliste professionnel. Mais contrairement à Moria, il n'a pas grandi dans une famille de sportifs. Originaire du Texas, ses parents sont des fermiers. Il a donc grandi à l'écart de la ville, appréciant la nature et les grands espaces. Après l'université, il remporte sa première course et ce n'est que vers 24 ans qu'il se lance dans le cyclisme de façon professionnelle. Moria et Colin sont tous les deux sponsorisés par la Lanlo et c'est ainsi qu'ils font connaissance lors de cette compétition. Colin a 10 ans de plus que la jeune femme. Il est très connu dans le milieu, il cumule plus de 40 000 abonnés sur Instagram. Moria vient de quitter son petit ami et elle est séduite par la personnalité excentrique de Colin. Lui aussi est fraîchement célibataire et vient de se séparer de sa petite amie Kathleen Armstrong. Tous les deux s'étaient rencontrés en octobre 2018 par le biais d'un site de rencontre. Kathleen, son ex, a 1 an de moins que lui. Elle est née le 21 novembre 1987 dans le Michigan où elle a grandi. Tous les deux partagent la même passion pour le sport. Elle n'est pas une sportive professionnelle, mais elle aussi est très athlétique. C'est une jeune femme extravertie et amicale. Au lycée, elle faisait partie de l'équipe d'athlétisme, mais elle pratiquait aussi le volleyball et le basket. Après l'université, elle s'était lancée dans la finance, puis quelques années plus tard, elle avait décidé de changer de voie. Elle est à présent agente immobilière et professeure de yoga. Kathleen est gentille, douce et attentionnée. Elle est un véritable soutien pour Colin. Et alors qu'il doit s'occuper de sa mère malade, il décida de s'installer ensemble. Malheureusement, après quelques mois idylliques de relation, au début du mois d'octobre 2021, quelques semaines avant la fameuse compétition à Austin, ils vont décider de mettre un terme à leur relation. Mais cependant, ils ont continué à vivre dans la même maison, mais ils font chambre à part. De plus, ils sont ensemble monter une entreprise de restauration de remorques, ce qui contribue à maintenir un certain lien entre eux. Lorsque Colin rencontre Moria, il est séparé depuis peu et la rupture avec Kathleen semble bien se passer. Elle a l'air d'être rapidement passée à autre chose et elle rencontre plusieurs hommes sur des sites de rencontres. Durant ce temps-là, Moria et Colin entament une liaison qui ne durera que quelques semaines, le temps de la présence de la jeune femme à Austin. Lorsqu'au début du mois de novembre, elle rentre chez elle, ils mettent un terme à leur histoire, mais gardent le contact. Un contact amical et professionnel selon Colin. Quelques semaines après cette courte idyllique, il se remet avec Kathleen au mois de décembre. Cependant, Kathleen se rend rapidement compte qu'il communique régulièrement avec la jeune femme de 25 ans, mais elle ne sait pas quelle est la véritable nature de leur relation. Elle ne sait d'ailleurs pas qu'ils ont été intimes. C'est alors qu'elle devient rapidement jalouse de Moria. Elle se renseigne sur la jeune femme et va constater qu'elle est plus jeune qu'elle et de plus c'est une étoile montante du cyclisme. Kathleen ne supporte pas cette relation qu'elle juge ambiguë entre elle et son compagnon. Seulement voilà, Colin lui dit qu'elle se fait des idées et que ce n'est qu'une relation amicale et professionnelle. Mais les mois suivants, Colin et Moria se revoient plusieurs fois lors des compétitions sportives. Durant ces périodes, la jalousie de Kathleen ne fait que grandir et elle décida même de bloquer la jeune femme sur le téléphone de son compagnon. En janvier 2022, les deux jeunes femmes vont se retrouver lors d'une compétition et l'ambiance s'y était tout de suite. Moria sent une grande animosité de la part de Kathleen et après cette rencontre, elle fait part de son malaise à Colin par message. C'est aussi à cette période que Kathleen va découvrir que Colin et Moria ont été plus que de simples amis. Lorsqu'elle a découvert cela, elle est folle de rage. Son compagnon lui a menti. Il l'a menée en bateau. Elle avait bien raison de se méfier, son instinct ne la trompait pas. Et elle a l'impression qu'ils se sont moqués d'elle et la confiance est brisée. Elle contacta alors Moria en la mettant en garde de ne plus s'approcher de son compagnon. Quelques mois plus tard, en mai 2022, Moria est de retour à Austin pour participer à une compétition, une course dont elle est la favorite chez les femmes. Elle arrive donc à Austin le 10 mai 2022 et elle est accueillie
par une amie chez qui elle doit séjourner durant tout son séjour. Le lendemain de son arrivée, le 11 mai à 21h56, le 911 reçoit un appel. Une femme prétend avoir trouvé son amie inanimée sur le sol de la salle de bain alors qu'elle venait de rentrer chez elle. La pauvre est victime de plusieurs blessures par balle. Les secours ne tardent pas à arriver. C'est Moria qu'ils retrouvent inconsciente, allongée sur le dos sur le sol de la salle de bain. Malheureusement, ils ne parviennent pas à la réanimer et elle est déclarée morte sur place. Elle avait tout juste 25 ans. La pauvre avait été victime de 2 balles dans la tête et une dans la poitrine qui avait traversé son corps pour aller se loger dans la dalle du béton au sol. Le coupable avait donc tiré sur la pauvre Moria alors qu'elle était déjà au sol. L'enquête commence alors. Que s'est-il passé? Ils vont interroger son ami qui l'a découvert et ils apprennent que le soir même, elle avait rendez-vous avec Colin. Elle devait aller nager à la piscine municipale avant d'aller manger ensemble. La maison est équipée d'une serrure électronique et grâce à ce dispositif qui envoie des notifications sur les téléphones de la propriétaire, ils vont découvrir avec précision à quelle heure elle était partie et revenue ce soir-là. Elle avait quitté la maison à 17h55 pour y revenir à 20h36. Sur place, ils retrouvent plusieurs douilles, mais ils ne retrouvent pas d'armes. Ils font très rapidement le tour du voisinage pour voir si quelqu'un a vu ou entendu quelque chose. Et par chance, l'un des voisins avait une caméra de vidéosurveillance sur sa cernette. C'est ainsi qu'ils découvrent qu'une minute après le retour de Moria, un Jeep de couleur noire se trouvait aux alentours. La voiture était facilement repérable car elle avait un porte-vélo et des revêtements chromés autour des vitres. Il remarque également que le vélo de la jeune femme a été volé. Il est rapidement retrouvé à environ 20 mètres de la maison, caché dans une haie. De toute évidence, quelqu'un voulait faire croire un vol qui aurait mal tourné. Dès le lendemain, il se rend chez Colin pour l'interroger. Sous le choc de l'annonce de la mort de Moria, il se montre très coopératif. Il va raconter que le jour précédent, il était bel et bien venu la chercher sur sa moto vers 18h. Ensemble, ils étaient allés à la piscine avant d'aller manger un petit bout. Il avait ensuite raccompagné chez son ami vers 20h30. Cependant, il n'a pas attendu qu'elle entre à l'intérieur de la maison pour repartir. Ce qui frappe tout de suite les enquêteurs, c'est qu'en arrivant, ils remarquent un Jeep noir correspondant à celui observé sur les caméras du voisin. Il a le même porte de vélo et les mêmes chromes autour des vitres. Colin les informe que c'est la voiture de sa compagne Kathleen, mais celle-ci n'est pas à la maison. Il va leur préciser aussi que Moria est juste une amie. Il leur raconta d'avoir menti à Kathleen ce soir-là à cause de sa jalousie. Elle ne voulait pas qu'il ait de contact avec Moria. Elle avait même bloqué sur son téléphone, mais il précisa de ne pas pouvoir imaginer un seul instant qu'elle aurait pu faire une chose pareille. Ce soir-là, lorsqu'ils étaient rentrés, après avoir déposé Moria, Kathleen était absente. Il était allé bricoler dans son garage en attendant son retour. Et c'est vers 21h21 qu'elle était arrivée à son tour à la maison au volant de sa voiture. La maison du coup est perquisitionnée. Ils vont retrouver 2 armes de poing à l'intérieur correspondant au même calibre que les douilles retrouvées sur la scène de crime. Colin les informe que ces armes sont bien à eux. C'est d'ailleurs lui qui les a achetées. Il en a une à lui et la seconde appartient à sa compagne Kathleen. En entrant le nom de Kathleen dans la base des données, les enquêteurs découvrent que depuis 2018, elle fait l'objet d'un mandat de classe BB. Cette année-là, elle s'était rendue dans un centre pour se faire des injections de Botox. Et au moment de payer, elle avait sorti sa carte de crédit. Elle avait alors dit qu'elle voulait finalement payer avec une autre carte qui se trouvait dans sa voiture. Elle avait donc laissé la carte sur le comptoir et elle était partie chercher la deuxième carte. Seulement, elle n'était jamais revenue et la facture n'avait jamais été honorée. Une facture d'un montant de 650 $. Kathleen est alors localisée et arrêtée. Elle est amenée au poste de police. Les enquêteurs lui expliquent qu'elle a été arrêtée à cause de ce montant datant de 2018. Seulement, celui-ci présente une erreur sur sa date de naissance. Il n'est donc pas valable. Ils en profitent alors pour aborder le meurtre de Moria. Durant tout l'interrogatoire, elle est très fermée.
Les enquêteurs lui demandent ce qu'elle a fait les 24 dernières heures. Elle prétend ne rien savoir sur ce qui est arrivé à sa rivale. Elle prétend ne pas être au courant que son compagnon l'a vue le soir précédent. Effectivement, ce soir-là, Colin lui avait menti. Il avait affirmé un truc partir rendre visite à une amie malade à qui il avait porté des fleurs alors qu'il mangeait avec la jeune femme. Kathleen avait tenté de le joindre plusieurs fois sur son téléphone, mais il n'avait pas répondu. Après avoir déposé Moria vers 20h30, il avait envoyé un message suivant à Kathleen. « Hey, tu es sorti. Je suis allé déposer des fleurs pour Allison chez son fils au nord de la ville. Puis, mon téléphone s'est éteint sur le chemin du retour. Je rentre à la maison. À moins que tu aies envie de manger ailleurs. » Les enquêteurs vont alors montrer la photo du Jeep prise juste après le retour de Colin et Moria devant ces images. Kathleen reste silencieuse. Elle ne dit pas un mot. Néanmoins, elle se montre en colère lorsque les enquêteurs évoquent un possible triangle amoureux. Puis lorsqu'ils suggèrent qu'elle aurait pu se trouver devant chez Moria, elle ne répond pas. N'ayant rien de plus contre elle à ce moment-là, comme je vous l'ai dit, le mandat n'est pas valide, elle quitte donc le poste de police. La nouvelle de la mort de l'étoile montante du cyclisme se répand alors comme une traîne de poudre dans les médias. Tout le monde est sous le choc, elle avait un avenir si prometteur. 2 jours après avoir interrogé Colin et Kathleen, la police reçoit un appel anonyme. La personne au bout du fil précise qu'en janvier dernier, Kathleen avait découvert que Colin et Moria avaient eu une liaison. Elle avait très mal prise la nouvelle. Elle tremblait de colère et elle avait confié à des amis vouloir tuer sa rivale. Pour le dénonciateur anonyme, c'était là le mobile du crime. Dans la foulée, les résultats à balistique arrivent. Les douilles correspondent bien à l'arme de Kathleen. L'analyse de la vidéo du voisin va confirmer également que la voiture observée est bien la sienne. 7 jours après le meurtre, le 18 mai 2022, les enquêteurs sont persuadés que c'est Kathleen qui a tué Moria dans le cadre d'un triangle amoureux. Un mandat d'arrêt est donc émis contre elle. Ils pensent que ce soir-là, Kathleen avait suivi Colin et Moria grâce à une application appelée Strava et qui est une application qui met en contact les coureurs, les cyclistes, les randonneurs, leur permettant de se géolocaliser. Elle les avait suivis toute la soirée et lorsque Colin avait déposé la jeune femme, elle était passée à l'action. Seulement, entre-temps, Kathleen avait disparu. Elle avait quitté sa maison, elle avait coupé tous ses réseaux. Elle était injoignable. Une chasse à l'homme commença alors. La nouvelle se répand dans la presse. Kathleen est en cavale. Elle est soupçonnée d'avoir tué Moria à cause d'un triangle amoureux. Le lendemain, Colin publia une déclaration par l'intermédiaire de son avocat. Il dit soutenir la famille de Moria et admet avoir eu une brève relation avec elle dans le passé. Il explique aussi que depuis, ils sont restés de bons amis. De leur côté, les parents de Moria sont dévastés. Le lendemain, ils font une déclaration dans la presse précisant que leur fille n'était pas en couple. L'affaire fait donc scandale. Le milieu du cyclisme est sous le choc et les premières répercussions ne tardent pas à se faire ressentir. Colin perd tous ses sponsors dans un premier temps. Les marshals pensent que la fugitive est toujours au Texas. Ils pensent qu'elle se cache et demandent de l'aide à chacun. Le père de Kathleen s'exprime à son tour dans la presse. Il pense que c'est un malentendu et que sa fille est innocente. Elle n'aurait jamais pu faire une chose aussi horrible. Le 25 mai 2022, les marshals découvrent que le 14 mai, 2 jours après avoir été interrogée par la police, Kathleen a été vue à l'aéroport d'Austin vers 12h30. Elle avait embarqué en direction de Houston le même jour. Elle est aperçue à l'aéroport à Guardia à New York. C'est là qu'il perd sa trace. Une récompense de 5 000 $ est alors proposée à quiconque donnerait une information en permettant de l'arrêter. C'est ainsi que quelques jours plus tard, le 15 juin, ils reçoivent une importante information. Kathleen aurait été aperçue dans un camping près de New York et pas n'importe quel camping, un camping dans lequel travaille sa sœur Christine. Ce qui est intéressant à souligner, c'est que Kathleen et Christine se ressemblent énormément. Et les marshals pensent qu'elle aurait pu utiliser les papiers d'identité de sa sœur pour fuir le pays.
Le 23 juin, son Jeep est retrouvé. Kathleen l'avait vendu à un concessionnaire dans le sud de Austin. Le 13 juin, le jour de sa disparition, elle en avait tiré 12 200 $. La récompense offerte par les Marshals est alors évaluée à 6 000 $. Et c'est un donateur anonyme qui propose 15 000 $ supplémentaires. Tout est mis en œuvre pour retrouver la fugitive et les efforts entrepris. Il découvre que le 18 mai, Kathleen avait été déposée à l'aéroport dans le New Jersey. Seulement, aucun billet n'avait été réservé à son nom. Ils vont cependant attarder à découvrir qu'un billet au nom de sa sœur Christine avait été pris pour la Costa Rica. Les taux se resserrent alors encore plus. Le 29 juin 2022, après 43 jours de cavale, Kathleen est enfin arrêtée à Santa Teresa, une station balnéaire reculée, un paradis des surfeurs au pouce. Elle se trouvait à 3 heures de route et 2 heures de chemin de fer de l'aéroport le plus proche. Là-bas, elle est logée dans une auberge de jeunesse pour 20 $ la nuit. Elle avait tout fait pour changer son apparence. Elle avait subi une rhinoplastie, elle avait changé, coupé ses cheveux et les avait teints en brun. Elle avait également pris un faux nom. Elle s'était fait durant ce court laps de temps quelques amis. Elle avait même trouvé un petit emploi à temps partiel. Le 4 juillet 2022, elle est expulsée vers les États-Unis sur la surveillance des Marshals. Sa caution est fixée à 3,5 millions de $. 2 semaines plus tard, le 20 juillet 2022, elle est comparée devant le tribunal. Elle plaide non coupable. Ses avocats demandent un procès rapide, mais les procureurs demandent plus de temps afin de rassembler toutes les preuves. Le procès est fixé le 24 octobre 2022, mais il est repoussé. Les avocats de la défense demandent le rejet de certaines preuves. Ils demandent notamment que l'entretien avec la police soit rejeté. Pour la défense, il y a de nombreuses preuves erronées. Il déclare que la caméra qui a enregistré sa Jeep avait une erreur de rodage. De plus, elle nie avoir dit vouloir tuer Moria. Il demande à ce que le témoignage anonyme soit également rejeté, car n'importe qui aurait pu faire cela. Le 16 novembre 2023, après un procès devant le juge Brenda Kennedy, Armstrong Kathleen a été reconnue coupable de meurtre. Elle a été condamnée à 90 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle après 30 ans. Kathleen a interjeté l'appel qui a été rejeté. Elle est emprisonnée à l'unité de Dr. Lynn Murray. C'est ainsi que notre affaire se termine ici. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Au bout de 4 ans de relation, en 2004, le couple décida de se marier. Et très rapidement, Tamara tomba enceinte. La future maman est décrite par ses proches comme un véritable rayon de soleil. C'est une jeune femme très extravertie, elle adore voir du monde, s'amuser, sortir, faire la fête avec ses amis. Elle a toujours le sourire. Elle est très gentille, mais cela ne l'empêche pas d'être aussi très ambitieuse et travailleuse. À l'annonce de sa grossesse, Tamara se pose plusieurs questions sur l'avenir et l'éducation de leur futur enfant. Tamara et Aubrey ne souhaitent pas élever les enfants en Afrique du Sud, bien que ce soit là que se trouvent leurs racines, leur famille et leurs proches. Ils ont l'impression d'être enfermés dans leur situation et trouvent que le pays ne leur offre pas les meilleures possibilités d'évolution et d'émancipation. Ils décident alors de tenter l'aventure et l'expatriation et mettre le cap sur l'Angleterre. C'est un gros changement pour la famille et c'est plein d'espoir et d'ambition qu'ils s'installèrent à Manchester 1 an après leur mariage. Ils tissent de nouveaux liens et après avoir donné naissance à une première petite fille juste avant leur départ pour l'Angleterre, Tamara va mettre au monde en 2010 une petite fille nommée Mia. La famille semble heureuse et bien intégrée. Tamara, qui aime aller vers les autres, ne tarda pas à se faire de nouvelles connaissances. Elle va réaliser également l'un de ses rêves en reprenant ses études à l'université. Elle entama des études de droit. Courageuse, elle mène de front sa vie de maman d'épouse
et elle travaille dur et réussit à obtenir sa maîtrise en juillet 2016. 2 ans plus tard, en 2018, le couple monte une société d'aide à la personne. Ils interviennent chez des personnes âgées ou handicapées. Tout semble réussir pour le mieux pour cette belle famille en apparence. Bien qu'ils avaient cette image de famille heureuse et soudée, au fil des ans, le couple s'éloigne de plus en plus l'un de l'autre. Tamara Padi aime faire la fête, sortir avec ses copines. Elle est à présent une femme accomplie. Gérante de sa société, diplôme de l'université, elle souhaite du coup profiter des plaisirs que lui offre la vie. De plus, ses filles ont bien grandi. Elle sort beaucoup le soir et rentre parfois très tard. Ce qui ne plaît pas du tout à son mari Aubry, qui lui est plus calme et réservé. Il n'aime pas trop sortir, il préfère rester tranquille à la maison. D'ailleurs, il n'apprécie absolument pas que sa femme fasse ainsi la fête si souvent. Derrière les portes de la maison familiale, les disputes se font de plus en plus fréquentes. Tamara se sent étouffée par son mari et c'est ainsi qu'en février 2021, alors qu'elle fête ses 43 ans, elle prend une décision radicale. Elle décide de divorcer. Elle quitte alors le domicile familial avec ses filles et va s'installer dans une petite maison à Manchester. Malgré leur séparation, Tamara et Aubry, au départ, entretiennent de bonnes relations. Ils ont un business ensemble et 2 enfants. Pour le bien de ces dernières, ils tentent de rester en bons termes. Mais Aubry a du mal à accepter la séparation. Ce n'est pas lui qui voulait cette rupture et espère toujours le retour de son ex-femme à ses côtés. Du côté de Tamara, c'est l'opposé. Elle semble épanouie professionnellement et elle travaille dur. Et après avoir retrouvé sa liberté de célibataire, elle enchaîna les sorties, les soirées entre copines. Elle a d'ailleurs plein de projets et souhaite aller de l'avant. Cette façon de vivre ne plaît absolument pas à son ex-mari. Il lui reproche de ne pas bien s'occuper de leur fille, de privilégier sa vie de femme au détriment de sa vie de mère. Il ne supporte pas en réalité de la perdre et c'est ainsi qu'au fil du mois, leur relation va encore se dégrader. 4 mois après sa séparation, à la fin du mois de juin, Tamara va se rendre compte que son ex-mari espionne sa messagerie vocale. Aussi, elle le trouve de plus en plus harcelant. Elle qui pensait pouvoir garder de bons contacts avec le père de ses enfants, doute à présent. Elle s'inquiète de son comportement et elle en parle d'ailleurs à certaines de ses copines qui vont d'ailleurs lui conseiller de prendre ses distances avec lui. Mais comme je vous l'ai dit, les choses ne sont pas si simples que cela. Ils travaillent ensemble, ils sont obligés de se côtoyer un minimum pour leurs 2 filles. Plus Tamara cherche à prendre ses distances, plus Aubry devient intrusif, contrôlant et de plus en plus obsédé. Il sent que son ex lui échappe et il ne peut pas le supporter. Le 6 juillet 2021, alors que tous les deux se trouvent dans la voiture de Tamara, Aubry va exiger de regarder sur son téléphone. Il pense qu'elle fréquente d'autres hommes, il veut en avoir le cœur net. Mais Tamara va refuser catégoriquement. Il est hors de question qu'il s'amuse à fouiller dans son téléphone. Ils ne sont plus ensemble, elle n'a plus de compte à lui rendre. Il ne va pas du tout bien prendre ce refus, qu'il ressent comme une nouvelle provocation, un manque de respect, et dans un excès de rage, il donne un coup de poing au visage de Tamara. C'est la première fois que Aubry lui lève la main dessus, elle est totalement sous le choc. Elle réalise alors que pour sa sécurité, elle doit prendre au plus vite ses distances avec lui. Il semble perdre complètement les pédales. Après cette agression, toute la nuit et la soirée, il la harcèle au téléphone. Il appelle de façon incessante et lui envoie des messages. Tantôt pour lui dire qu'il regrette pour s'excuser et tantôt pour l'insulter, la menacer car elle a refusé de lui répondre. Cette nuit-là, son dernier message fut « C'est la dernière fois que tu me manques de respect ». Tamara ne le savait pas, mais à partir de ce moment-là, ses heures étaient comptées. Le lendemain, le 7 juillet 2021,
Aubry, ruminant sa rage contre son ex-femme, va décider de passer à l'action. Dans un grand sac de sport, il met un marteau, un couteau, une paire de gants, une barre d'exercice et puis il se rend chez la mère de ses enfants. La maison est vide, ni Tamara ni ses filles n'étaient présentes. Il réussit à pénétrer à l'intérieur où il trouve une cachette. Là, il attend impatiemment que son ex-femme rentre. Il a un terrible plan en tête. Lorsque l'une de ses filles rentre, il ne se manifeste pas. Il attend, et silencieux dans l'ombre comme un chasseur. Ce soir-là, Tamara travaille tard, il le sait, et il a l'intention de frapper une fois la nuit venue, lorsqu'elle sera endormie dans son lit sans se douter du danger. Il sait que l'attente sera longue et il décida de faire une petite sieste en attendant de passer à l'acte. C'est ainsi qu'il règle son réveil à 3 heures du matin avant de s'endormir. Sa seconde fille n'est pas à la maison, je crois, selon certaines sources, qu'elle se trouvait chez une amie. C'est vers 1h30 du matin que Tamara rentre enfin à la maison avec l'une de ses copines. Après le travail, elles étaient allées boire un coup ensemble. Il est tard et elle lui proposa de rester passer la nuit chez elle. Elle accepta volontiers sa proposition et va s'installer dans la chambre d'amis se trouvant au rez-de-chaussée. Tamara part se coucher dans sa chambre et ne réalise pas un seul instant que son ex-mari est là dans l'obscurité, prêt à frapper. À 3h30, alors que toute la maison est endormie, Tamara dans son lit dans sa chambre et son ami au rez-de-chaussée dans la chambre d'amis, Aubry décida de passer à l'action. Il prend la barre d'exercice qui était dans son sac, il s'approche de Tamara qui dort profondément et il se met à la frapper. Il frappe plusieurs coups violemment et Tamara, ne comprenant pas ce qui se passe, pousse un cri et tente de se défendre. Mais elle perd rapidement connaissance sous la violence des coups. Aubry récupère son sac et se précipite dans les escaliers pour prendre la fuite. La copine de Tamara est réveillée par des cris de son amie et dans un demi-sommeil, elle sort de la chambre pour voir ce qui se passe. C'est là qu'elle aperçoit dans le noir Aubry se dirigeant vers la porte d'entrée. Elle le reconnaît immédiatement, mais au moment où il va franchir le seuil de la porte, il entend de nouveau du bruit à l'étage. Alors qu'il pensait l'avoir tué, Tamara avait juste été étourdie par la violence des coups. Il fait alors demi-tour et en courant à l'étage, sa copine sous le choc, elle ne sait pas quoi faire et va se cacher alors dans la chambre qu'elle occupe. Elle contacta alors la police pour leur dire que son amie se fait agresser et qu'elle a besoin d'aide. Elle va préciser que c'est son ex-mari qui est en train de l'agresser. Elle a reconnu. Tout va très vite. Aubry, une fois à l'étage, se saisit de l'un de ses couteaux qu'il a amené avec lui. Il frappe son ex-femme sans aucune pitié 8 fois avant de repartir en courant. Après avoir quitté la maison, il appela la police pour leur signaler qu'il vient tout juste de tuer son ex-femme, tout en précisant qu'il est désolé pour ce qu'il avait fait, mais qu'elle avait bien mérité. Il finit son appel en leur disant qu'il va mettre fin à ses jours. Lorsque la police arriva sur place, Aubry n'était plus là. Tamara est toujours vivante, mais elle est gravement blessée. Elle est immédiatement prise en charge par les secours, mais malheureusement ses blessures sont trop graves. Juste après son arrivée à l'hôpital, elle rend son dernier souffle. Sur les lieux du drame, c'est le choc total. La fille du couple présente à la maison qui dormait dans la chambre n'a rien entendu lors de l'attaque. Heureusement pour elle. La pauvre, elle est réveillée par l'arrivée de la police. La copine de Tamara, elle est totalement sous le choc. Les policiers retrouvent dans la rue, sous une voiture, le couteau ensanglanté utilisé par Aubry. Quelques heures après l'attaque, la police le retrouve, était totalement bourré. Il avait mélangé de l'alcool et des médicaments. Il est alors amené immédiatement à l'hôpital. Il est ensuite arrêté et accusé du meurtre de son ex-femme. Tous ceux qui connaissent le couple sont choqués.
Jamais il n'aurait pu imaginer qu'il fasse une chose pareille. Aubry renvoyait l'image d'un père aimant, d'un homme calme, attentionné, gentil et compatif. Le procès s'ouvrit le 5 novembre 2021. Aubry, alors âgé de 46 ans, était accusé du meurtre de sa femme. Il va plaider coupable, mais il n'a jamais expliqué son passage à l'acte. Dans un premier temps, ses avocats tentèrent de plaider l'irresponsabilité. Malheureusement pour eux, l'expertise psychiatrique révéla qu'il n'avait aucun problème de santé. Il était certes peut-être un peu stressé par son travail et son divorce, mais rien ne justifiait une telle brutalité. Pendant tout le procès, Aubry n'a pas une seule fois croisé le regard de ses deux filles qui étaient également présentes. Il fut condamné à la prison à perpétuité avec une peine minimale de 23 ans. Lors de l'annonce de sa sentence, le juge lui dira « Vous avez attendu dans la maison le retour de votre ex-femme, sachant que votre fille dormait dans la chambre voisine. Vos intentions étaient claires. Vous avez même réglé l'alarme de votre téléphone pour dormir et être sûr qu'elle aussi va dormir lorsque vous allez l'attaquer. Juste après l'attaque, vous avez essayé de culpabiliser la victime, suggérant qu'elle vous a fait du tort et que c'est ce qui vous a poussé à agir. Vous avez même dit qu'elle avait bien mérité. Mais quel type de père êtes-vous pour tuer la mère de vos enfants pendant que l'une de vos filles dormait à côté? Il n'y a pas d'excuse, ce n'est en aucun cas la faute de Tamara. Cette attaque est entièrement à votre charge. C'est ainsi que notre affaire se termine ici. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo.